Créer une œuvre artistique, c'est toujours très compliqué. Si on le fait d'autant plus durant notre temps libre, c'est quelque chose qui est pas évident parce que ça va poser plein de problèmes. Quand on va travailler sur, alors que ce soit de l'écriture, que ce soit un dessin, de la peinture, là dans notre cas de la création ludique, il va falloir se rendre à l'évidence, le premier jet risque de ne pas être le meilleur. Dans la création ludique, on a un système de création cyclique, ce qui fait que avant d'avoir votre jeu, en réalité vous avez votre niveau, un petit peu comme si vous aviez votre premier chapitre, sauf que pour avoir votre premier niveau, il faut d'abord pouvoir créer les mécaniques de base. C'est-à-dire que si j'ai un jeu de plateforme où je peux me déplacer, sauter, attaquer, défendre, collecter, utiliser des objets, etc., je vais d'abord avoir ce qu'on va appeler une alpha, c'est-à-dire une première version du jeu où je vais pouvoir déjà dans un premier temps me déplacer, éventuellement sauter, et encore que autant je vais d'abord tester la mécanique d'attaque et défense. Donc il va y avoir cette espèce de système où je vais itérer, donc travailler de manière cyclique pour avoir ma boucle de gameplay, donc le fait de me déplacer, d'affronter un ennemi, juste ça déjà avant de penser à avoir tout un niveau entier, ne serait-ce même que plusieurs ennemis. Déjà un seul ennemi c'est pas mal, ça correspond dans la métaphore de l'écriture à la logique de j'écris mon premier chapitre avant d'écrire mon roman, mais même dans mon premier chapitre, je vais itérer plusieurs fois sur mon premier ou mes premiers paragraphes. Et donc avant de commencer à développer plusieurs personnages, je vais déjà en décrire un seul. Donc là, par exemple, c'est des choses qui vous demandent à la fois, vous le devinez, un engagement vis-à-vis de vous-même, tolérance vis-à-vis de vous-même, parce que ça veut dire qu'il faut créer des trucs qui, de prime abord, ne marchent pas du premier coup. Et il va falloir également de l'organisation et de la motivation. Ici, on va s'intéresser avec Arthur justement à ses choix en termes techniques, c'est-à-dire en moteur de jeu. Comment est-ce que je développe, c'est un peu comme si vous écriviez une nouvelle, vous allez le faire sur quel logiciel? Est-ce que vous faites ça sur Bloc-Notes? Est-ce que vous faites ça sur Word? Ou est-ce que vous allez tout simplement écrire sur papier? Il y en a peut-être qui ont une machine à écrire, puisque il y a un côté rituel finalement dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre leur création. Et donc là, on va voir cette partie-là avec Arthur Jacquet. Et on va également voir comment est-ce que lui se projette finalement avec justement son jeu en devenir, c'est-à-dire que vous qui écrivez peut-être, la question c'est à quel moment est-ce que vous allez voir l'éditeur? À quel moment est-ce que vous comptez réfléchir à la publication? Eh bien ça, c'est des questionnements qu'on va se poser avec Arthur, qu'on s'est posé lorsqu'on était en direct sur Twitch, où justement on découvrait son jeu avec la communauté qui pouvait poser des questions. C'est des événements qui s'appellent des Indé Game Dev que je mène sur la chaîne Twitch Indé Jeux. Et du coup, je vous propose de retrouver cet échange. Tu ne travailles pas à temps plein sur la démo, c'est quelque chose que tu fais après un travail à temps plein où tu prends justement de ton temps libre pour pouvoir travailler dessus. Oui, totalement. C'est un jeu que, en effet, quand vous me demandiez tout à l'heure si ça faisait combien de temps ça faisait que je travaillais dessus, ça faisait 6 mois. Mais 6 mois, non pas en temps plein, mais vraiment le soir, les week-ends, dès que j'ai un peu de temps de libre. C'est à ce moment-là où je vais vraiment pouvoir travailler sur le jeu. En gros, comment s'organiser lorsqu'on a plusieurs idées en tête et qu'on essaie entre guillemets d'essayer de se démarquer un peu du lot, en fait ça va être très simple, ça va être un peu chacun de sa manière pour laquelle on va avancer. Moi je sais que j'aime bien travailler avec des post-it notamment. Donc je vais juste me noter mes idées sur des post-it, je vais un peu les laisser mijoter de temps en temps et ensuite je vais essayer de voir un peu ce qui se fait autre part pour essayer de ne pas justement faire des choses qui ont déjà été faites, mais essayer de vraiment faire en sorte
d'avoir ma petite touche personnelle. Mais du coup, en laissant mijoter en fait ces idées et que j'ai laissé sur des post-it, je vais pouvoir en fait voir et me dire, ok, ça marche, mais c'est peut-être à travailler, ça marche pas, etc., etc. Ce qui fait que ça va surtout être c'est surtout de l'organisation visuelle, mais cette organisation va surtout dépendre de toi. Moi, moi, je t'ai dit, j'aime bien utiliser des post-it ou j'aime bien utiliser un logiciel qui s'appelle Miro pour vraiment un peu organiser mes idées. Avancer, c'est vraiment une organisation, mais même de base, qui va pouvoir vous dire qu'est-ce qui manque à mon jeu pour que il soit jouable, mais aussi comment faire en sorte qu'il se démarque du reste, entre guillemets. Et c'est pas en laissant ça reposer dans sa tête, mais c'est vraiment en l'appliquant dans Miro, ou en tout cas avec des post-it, va être vraiment importante afin de vraiment organiser tes idées sur ta manière surtout d'avancer. Parce que tout le monde n'avance pas de la même manière. Donc certains vont prendre un peu plus de temps, certains vont plus essayer de, entre guillemets, piquer des idées d'autres jeux pour justement essayer de voir du coup déterminer qu'est-ce qui marche pas, et juste certains vont essayer de vraiment partir sur un autre média que le jeu vidéo, comme je l'ai un peu fait, pour vraiment essayer de choper des idées qui n'ont pas forcément déjà été faites, mais en tout cas qui n'ont pas été faites de cette manière. Sur quel logiciel tu programmes justement ton jeu ? Alors, je programme sur Unity. La raison, elle est très simple, c'est que c'est le logiciel avec lequel j'ai appris à faire le jeu quand j'étais encore à la fac. Ce qui fait que c'est, entre guillemets, celui avec lequel j'ai le plus de facilité, que ce soit au niveau de la mise en place, de l'EI, mais aussi au niveau de la programmation. Parce que Unity utilise le C# comme langage de programmation, le plus souvent, et Unreal, ça va être du blueprint. En soi, comme tout, ça peut s'apprendre, mais n'étant pas un grand fan de programmation de base, j'aime à me dire que je vais rester sur des choses que je connais afin de me donner des challenges de complexité dans d'autres domaines. Le truc, c'est aussi que au niveau de l'idée que j'ai, Unity est plus que suffisant en termes de moteur de jeu, en termes de ressources, pour faire ce que je souhaite. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi avec Unity et Unreal, seulement vous allez avoir beaucoup plus de facilité vers un jeu, imaginons un Assassin's Creed avec Unreal, plutôt qu'avec Unity. Unity va plus être sur des petits jeux, moyens jeux, que vous allez avoir, des jeux de cartes notamment, qui vont pas non plus avoir pas forcément une grande complexité, mais de grands besoins au niveau de ressources. Ça ferait peut-être un peu beaucoup de faire ça sur Unreal. Pour un jeu 2D, c'est vrai que d'habitude on aura plutôt tendance à aller sur un format typiquement Unity. Est-ce que justement toi tu t'es posé la question de partir sur Godot après les choix très particuliers ces dernières années de modèle économique de Unity? Forcément, je suppose que tu as dû te poser la question qui, pour rappel, à un moment donné, se posait la question et même l'avait annoncé de vouloir monétiser les jeux indépendants, y compris gratuits, sur le nombre d'installations et de le compter de manière rétroactive, ce qui veut dire qu'un jeu gratuit installé plusieurs fois, du coup potentiellement devrait des milliers, voire des centaines de milliers de dollars à la firme, ce qui fait que évidemment ça a provoqué un tollé, donc Unity a technologie à du vraiment machine arrière. Mais est-ce que toi du coup ça c'est quelque chose que tu gardes en tête, où tu as le côté de te dire que de toute façon, sur une échelle donnée d'un projet, c'est moins ton problème? Je me suis posé la question de savoir sur quel logiciel j'allais me faire, et j'avais déjà commencé un peu à regarder sur Unity, sur Unreal, et il se trouve que j'ai un ami qui travaille du coup dans un studio, qui travaille sur Unreal sur son studio, et qui m'avait un peu conseillé 2-3 tips, et surtout sur lesquels j'avais essayé d'apprendre justement
d'essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. Et il se trouve que, en effet, le côté, la direction commerciale et marketing que Unity a pris m'a très clairement mis un petit froid quant à l'utilisation future du logiciel, ça c'est sûr. Heureusement, ils ont fait machine arrière de ce côté-là, mais j'ai pas envie de dire que le mal a été fait, mais en tout cas, ils ont montré en tout cas les cartes, ce qu'ils voulaient faire, en tout cas ce qu'ils avaient prévu de faire, en tout cas pour ça. Donc j'y ai pensé et j'avoue que j'ai un peu choisi la solution de facilité en me disant que s'ils avaient pu faire demi-tour pour ça, ils allaient pouvoir faire demi-tour sur d'autres choses qu'ils allaient pouvoir tomber dessus plus tard. Je me suis en effet posé la question, mais j'ai entre guillemets choisi l'option de facilité entre guillemets, même si l'avenir nous le dira si j'aurais tort ou raison. Il y avait un studio, je ne sais plus exactement lequel, qui avait calculé l'argent qu'il devait à Unity si jamais ça s'était mis en place, et ça s'est accumulé à 1 700 000 euros quoi. Oui, c'est ça, c'est énorme. Voilà. Mais c'est impossible. Oui, c'est énorme. Sauf que le jeu était sorti il y a quelques années, il était en train de travailler sur la suite, et là t'as ça qui arrive, il fait et quoi? Mais non, c'est terminé et tout. Pareil, ils avaient eu aussi une politique, surtout pour les jeux, pour des jeux mobiles, si je ne dis pas de bêtises, où en gros, si vous n'aviez pas de mise à jour récurrente, votre jeu était considéré comme mort. Oui, il y avait ça me parle d'avoir effectivement une logique. En fait, ils avaient tout annoncé d'un coup. Et les jeux mobiles morflaient aussi de la même façon. En fait, on a vraiment eu cette impression-là parce que c'était aussi l'époque où ils avaient racheté Weta, donc sur les effets visuels. Et en fait, au final, ils viraient les gens. Donc, il y avait vraiment des espèces de. En même temps, c'est cette espèce de management très orienté action et actionnaire. Qui en fait d'un coup paraît complètement déphasé par rapport au marché du jeu vidéo, mais forcément parce qu'en fait on a des gestionnaires qui ne vont pas du tout s'adresser à ce marché-là, mais qui du coup cassent complètement le principe du comment dire, en fait, essayer au moins de faire semblant. Oui, là ils pouvaient presque concurrencer Unreal sur beaucoup de points, et c'est vrai que plus le temps passe et plus Unreal avance et Unity recule. Après, Unreal aussi a ses propres défauts, surtout d'un point de vue, on va dire, commercial, parce que techniquement, Unreal, il marche, mais en négatif. Je crois qu'ils ont annoncé qu'ils pouvaient commencer à faire des bénéfices autour de 2026 avec l'Epic Games, mais là, pour l'instant, c'est un gouffre. Ah Epic Games, je suis même pas sûr qu'ils en vendent beaucoup de leurs jeux, par exemple. Et après, ils ont fait des choix aussi, c'est-à-dire que de toute façon, ils se sont orientés Fortnite. Et ça, c'est un truc qui se ressent dans l'ensemble de leur stratégie, avec notamment l'annulation de Unreal Tournament, par exemple. Donc, ils cherchent même pas en fait à aller chercher d'autres publics que ceux qu'ils ont déjà, puisque effectivement on est sur le game as a service quasi parfait. D'un côté, en fait, ils ont pas trop le choix, parce qu'en fait, si Fortnite perd de sa grandeur, l'Epic Games, à mon avis, ne tiendra pas longtemps le choc derrière. Clairement, la raison pour laquelle Epic Games tient encore la route, c'est grâce à Fortnite. Donc je peux comprendre aussi la logique de se dire, on va mettre tous nos œufs dans le même panier, et on prie pour que le panier y tienne jusqu'au bout. Et en vrai, jusqu'à maintenant, ils arrivent à avoir assez de contenu de manière générale afin de pouvoir vraiment tenir la barre, et même de tenir la barre assez bien. Oui, c'est ça. C'est pour l'instant, effectivement, ils ont très très bien vu leur coup avec Fortnite et sur leur idée à long terme. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème de la vache à lait, et quand il y a vraiment une source de revenus, c'est que si demain il y a un Fortnite killer et que d'un coup les joueurs en fait ils vont sur un jeu d'un autre éditeur, le problème c'est que là actuellement leur store, leur boutique en ligne, elle a du mal à concurrencer Steam, parce que très clairement les gens vont sur Epic Games pour récupérer les jeux gratuits. Il y a effectivement eu
une stratégie qui était pas si idiote que ça et assez agressive de bons d'achat. On se retrouvait avec très souvent des bons d'achat de 10 euros à dépenser, notamment au moment des soldes, donc ça allait assez vite. Et maintenant, le fait de revenir en arrière, c'est vrai que ça pose la question. Maintenant, Unreal Engine 5 c'est vraiment installé, donc là on est sur des studios qui commencent à même basculer, des studios d'animation qui basculent sur du temps réel pour Unreal Engine 5. De là à se dire que qu'on pourrait se retrouver avec voilà, on pourrait se retrouver effectivement avec une monétisation peut-être même de Unreal 6 par abonnement ou peu importe. Mais bon, on n'en est pas encore là effectivement. Oui, Et disons que on voit un peu ce qui se passe en ce moment, mais ça reste toujours du tatillon. est-ce que toi justement par rapport à l'évolution du marché, que ce soit en termes de débouchés, que ce soit en termes de possibilités, est-ce que toi tu te sens concerné ou est-ce que tu es dans cette optique de développer ton jeu entre guillemets quoi qu'il arrive, en te disant voilà, ça c'est un jeu, j'ai envie de me tester là-dessus, j'ai envie d'évoluer là-dessus et surtout j'ai envie d'avoir une proposition telle quelle. Est-ce que c'est dans cette idée-là que tu fais ton jeu ou est-ce que tu as cette idée quand même de correspondre au marché? Alors, j'ai pas du tout l'idée de correspondre au marché, parce que si je voulais vraiment en fait faire en sorte que mon jeu marche, il suffit de voir en fait les statistiques de Steam sur les tags de jeux les plus recherchés. Tu vas avoir les FPS qui vont être en premier, évidemment. Ensuite, tu vas avoir les jeux de race, si je ne bêtise, les jeux de course, et ensuite tu vas avoir par exemple simulation avec les Sims et potentiellement les RPG, mais RPG entre guillemets ça veut tout et rien dire, donc c'est un peu le fait tout de ce côté-là. Et bien entre guillemets à côté, ça tu vas avoir les roguelikes, parce que le problème des roguelikes entre guillemets, c'est que ça reste un jeu de niche. Si jamais je fais découvrir mon jeu par exemple, je sais pas, à mes parents ou à certains de mes collègues, clairement ils vont me regarder avec des yeux de poisson frit, ils vont me dire c'est tu peux me réexpliquer plus doucement ce qu'on est censé faire? Et oui, ah bah le c'est là, roguelike entre guillemets, ouais, voilà, ça reste, on va dire, on est d'accord, quelque chose à part. C'est particulier puisque c'est le principe de jouer en boucle le même jeu, la même partie, sauf qu'en réalité, le principe étant qu'à chaque fois que tu vas jouer, tu vas avoir des éléments différents qui vont personnaliser ta partie, mais c'est pas toujours si évident que ça pour tout le monde de se dire bah oui mais du coup c'est un jeu, je sais pas moi, un jeu de construction de paquets de cartes ou alors c'est un jeu de plateforme, alors que du coup on a vraiment pris cette mécanique là du je joue encore, j'échoue, je joue encore, j'échoue, le die and retry, et derrière de dire bah en fait ça c'est une mécanique à part entière qui mérite son sous-genre quoi. C'est vrai exactement ça. Et le problème du coup c'est que bah, comme tu l'as dit, c'est pas non plus un type de jeu qui est facile à expliquer et encore moins à jouer, mais c'est aussi là sa force dans sa faiblesse. Ça veut dire que les gens qui sont dans cette niche qui est quand même assez grande, on va pas se mentir, c'est pas non plus du Souls-like où ça va être encore plus de niche. Les roguelikes sont entre guillemets ceux qui ont le plus de possibilités de se faire connaître d'un plus grand public via les jeux de niche, parce que même si ça peut paraître étrange au début, l'avantage qu'il a, c'est que ce sont souvent des parties de 1 à 2 heures. T'as juste à lancer ta partie, tu fais un peu un truc à côté, tu reviens, tu peux reprendre 2 semaines après, tu vas pas te dire je sais plus où est-ce que j'en étais, je sais plus ce que je devais faire, etc. Tu sais que ça va être à peu près la même chose. Donc d'un point de vue marketing, ça c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai pensé quand j'ai réfléchi à type de jeu que je voulais. C'était que je voulais en fait un jeu sur lequel qu'on puisse jouer un peu à côté, en faisant autre chose à côté, par exemple, on boit son petit dose de café, on regarde son écran avec, du coup, Shell of the Coward, on regarde, imaginons, un des jeux en train de nous faire un indé game dev de ce côté-là, on switch d'un écran à l'autre, on fait nos petits clics, et en fait, on fait ce genre de choses. Et c'est en fait là où je vais essayer de me positionner, en fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez accessible. C'est pour ça que vous n'avez pas non plus de grosses valeurs, vous n'allez pas avoir de pourcentage, etc. C'est que le but, c'est que même à travers ce jeu de niche,
Le truc, c'est que ça va être assez accessible parce que vous allez dire, ok, le guerrier squelette a 15 points de vie, mon attaque fait 10, ma deuxième attaque fait 5, 10 plus 5, 15, je peux le tuer en un instant, et il n'y a pas besoin d'être à fond dans ce jeu pour comprendre ça. Et c'est justement ma volonté derrière, c'est vraiment de garder cette simplicité d'affichage et d'évolution, tout en ayant par contre le choix plutôt de complexité dans la stratégie, mais la stratégie de déplacement notamment, mais aussi avec les évolutions qu'on va avoir. Donc avec le choix des compétences, avec l'évolution des classes derrière, mais aussi, et ça va être aussi un élément très important, l'ajout constant qu'on peut faire à ce type de jeu. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que on va pouvoir ajouter d'autres classes, d'autres ennemis, d'autres compétences. C'est un jeu à contenu, si on veut. Et c'est pas un jeu à contenu YouTuber, ça va être un jeu sur lequel on va pouvoir faire différentes mises à jour. Et c'est là aussi quelque chose que j'ai vu en faisant beaucoup de recherches au niveau marketing, c'est que même si les roguelikes restent un peu de niche, on voit qu'en fait, ce sont des jeux qui restent dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, même 5-6 ans après y avoir joué, continuent encore de lancer le jeu. Parce qu'il y a des mises à jour, parce qu'il y a en fait de nouvelles possibilités derrière, ce qui fait que, oui, c'est un jeu, une fois que tu vas l'acheter, tu vas le rentabiliser. C'est vrai que la stratégie de niche par rapport à les jeux de tir à la première personne, par rapport à où tu vas te retrouver face à des gros jeux, ou alors il faut vraiment avoir des concepts très très particuliers. Mais c'est vrai que oui, effectivement, un Survivor c'est plus simple parce que voilà, on a une chance d'émerger avec des Mintos, Zerator, voilà, qui vont pouvoir effectivement streamer ce genre de jeu et les faire connaître du public cible, on va dire. Mais c'est vrai que oui, il vaut mieux avoir un jeu qui sort sur un genre de jeu où en plus on a une communauté qui est mobilisée avec par exemple 3 classes, voire même justement de ménager les sorties des classes pour pouvoir avoir des mises à jour assez grosses et assez fortes dès le début. C'est une stratégie, ouais. C'est le jeu du long terme entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va forcément prendre dès le début. Par contre, c'est le genre de jeu qui va rester le plus longtemps possible en fait. Pas forcément dans les meilleures ventes, mais parce qu'on va pas non plus voir plus gros que le ventre, mais ça va être des choses qui vont être stables en fait. Et justement, une question qui suit un petit peu la logique au niveau du marketing. Ce jeu-là, donc il a une vocation à sortir. On sent qu'il y a un côté très carré dans le projet où on n'est pas simplement sur un coin de serviette où on décide de 3 trucs. On est vraiment sur une organisation où s'il fallait mettre ça sur des vrais tableaux blancs, il faudrait une très grande pièce, mine de rien. Beaucoup de tableaux. Faudrait, c'est-à-dire là, pour les gens qui connaissent l'altropisme, je pense que raisonnablement tu peux avoir l'espèce de hangar central là. J'ai pas le nom de cette salle, mais je pense que ça pourrait tenir dedans. Si je mets tout, ouais, oui. Ouais, si tu mets tout, je pense qu'on en arrive à cette extrémité. Est-ce que tu as réfléchi du coup à l'édition du jeu? Et si oui, est-ce que tu te vois avoir des perspectives là-dedans, ou est-ce que tu pars avec l'idée de te dire que le jeu va sortir d'une façon ou d'une autre? D'un côté, j'ai envie de me dire que le jeu, j'espère qu'il sortira d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai envie que celui-ci sorte. Et que j'essaye vraiment de faire en sorte que celui-ci puisse vraiment atteindre la fin du projet, donc vraiment pouvoir le mettre, imaginons sur Steam ou sur n'importe quelle plateforme, et de pouvoir le faire jouer. Mais c'est vrai que dans mon monde idéal, entre guillemets, j'aimerais pouvoir le faire éditer le plus vite possible afin de pouvoir me concentrer pleinement sur le jeu et de pouvoir justement, entre guillemets, arrêter de m'en occuper simplement le soir ou le week-end et de vraiment en fait avoir le nez dedans. Ce qui fait que d'un point de vue moral, on va pas se mentir, ça m'aidera énormément parce que ça me permettra de dire ah c'est cool, j'ai enfin réussi à faire en sorte de vivre de ma passion et de pouvoir en fait
vraiment travailler dessus de A à Z, même au niveau organisation et tout, ça va être de me dire, bah tiens, j'ai d'autres choses qui se font en même temps, du coup, il va falloir que je mette un peu le projet en pause pendant 2-3 jours, revenir dessus, et complètement oublier de ce que je vais faire derrière. Bon, ça après, ça reste de l'organisation, mais le fait justement de vraiment prendre ça toute une journée, ça, je sais que ça peut être des perspectives de motivation qui, en effet, restent assez fortes. Mais clairement, si, imaginons dans, pas le pire des cas, mais dans le cas où aucune maison d'édition ne me veut ou que mon jeu n'est pas assez pour ça, n'est pas assez poussé justement pour eux, très clairement, ça reste un jeu qui peut trouver son public, sur lequel j'ai d'autres possibilités derrière, que ce soit au niveau financement, mais aussi au niveau de niveau marketing pour le faire connaître. Et à ce moment-là, une fois qu'on va dire que j'aurai épuisé les premières options, je vais pouvoir passer à la suite derrière. Oui, ok. On n'est pas sur une logique purement, je dirais. Alors, c'est pas réducteur ce que je vais dire, mais on n'est pas sur une logique purement entrepreneuriale de, par exemple, se déplacer sur les événements nationaux, internationaux pour aller justement démarcher les éditeurs, ce qui arrive souvent sur le temps de création d'un studio. Oui. Toi, tu es vraiment sur, si j'ai du temps, je crée mon jeu. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Après, en effet, parce que malheureusement, il faut toujours remplir son frigo de ce côté-là. Donc malheureusement, il y a aussi les choix de vie qui se limitent derrière. Mais le truc, c'est que le fait de pouvoir m'en occuper le soir, les week-ends, me permet de ne pas non plus stresser, de me mettre des coups de pression justement par rapport à ce jeu et de pouvoir le développer avec le temps et la passion en fait que je veux lui donner, et ne pas dire il faut absolument qu'il marche, sinon je suis vraiment dans la mouise, je vais devoir manger des crêpes pendant le restant de mes jours, je sais pas. Là au moins ça va me permettre de prendre mon temps, à réfléchir sur des mécaniques, à tester, à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui ne fonctionne pas, et justement à évoluer pas à pas sur le jeu. Donc on voit que c'est vraiment pas évident de créer quelque chose déjà au niveau artistique, mais ça il y a certaines personnes parmi vous qui vont avoir justement ce retour d'expérience là, cette connaissance là, mais en plus de ça, le jeu vidéo c'est un art qui essentiellement est collaboratif. Il fait s'entremêler différents corps de métier, que ce soit vis-à-vis des mécaniques de jeu, c'est-à-dire du game design, que ce soit vis-à-vis de la narration, où là on va avoir de l'écriture potentielle, mais aussi vis-à-vis du développement. Et là, on a plusieurs étapes également, c'est-à-dire que il s'agit pas simplement de développer le jeu, il faut aussi créer les menus, et ça, c'est encore un autre corps de métier potentiellement. On va avoir toute la partie justement diffusion, où il s'agit de proposer le jeu aux différentes plateformes, et donc le jeu, il faut le conditionner pour le déposer, et également toute la partie évidemment marketing et distribution. Donc cette partie-là, c'est justement pour ça qu'il y a la question de l'éditeur, et ça va être extrêmement intéressant de voir sur ces prochains mois comment le jeu The Shell of the Coward va évoluer, et avec les retours que Arthur va récupérer des différentes interactions qu'il va avoir au niveau des playtests. Donc ça veut dire de faire tester son jeu encore et encore pour en avoir des retours constructifs. Eh bien, ce sera intéressant de voir jusqu'où le projet va évoluer avec, pour l'instant, on a un certain nombre de classes jouables. On en a 3 qui sont jouables. Et d'ailleurs, même vous pouvez tester le jeu The Shell of the Coward. Vous pouvez aller sur la plateforme itch.io et vous allez vous retrouver avec la page. Il suffit de chercher Arthur Jacquet. Donc c'est EY à la fin, pour pouvoir justement tomber sur la page des jeux qu'il a déjà fait. Donc il y a des jeux qui sont créés en un temps limité, notamment en 48 heures, mais vous avez du coup la possibilité de télécharger la démo de The Shell of the Coward et de potentiellement vous aussi faire un retour qui aura un impact sur la suite du projet. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Il touche déjà à sa fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.